cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Nord Togo, de nouveau attaqué par des terroristes. On déplore des victimes. Le chef de l'État, Forest Zimna Nyazingbe, appelle les populations à ne pas céder à la panique. Et puis la Côte d'Ivoire et toute la communauté parlementaire africaine ont rendu hier un dernier hommage au président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier. Et c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digboli Tiegan, qui a représenté le Togo à cette cérémonie. Voilà donc pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres est réuni ce mercredi sous la conduite du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Un conseil marqué par l'intervention du président de la République par rapport à l'attaque survenue dans la préfecture de Pendjal. Une attaque terroriste qui a fait aussi bien des morts que des blessés. Et le conseil a ensuite examiné 3 projets de décret et écouté une communication. Le compte rendu avec le ministre Christian Trimois des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement. Communiqué du Conseil des ministres du 11 mai 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 mai 2022 sous la présidence de son Excellence, M. Faure Ezozemna Gnassingbé, président de la République. À l'entame du Conseil, son Excellence, M. le Président de la République, a informé le Conseil des ministres de l'attaque d'un poste avancé du dispositif de l'opération Koundjouare, situé dans la localité de Kpekpandi, dans la préfecture de Pendjal. Saluant la bravoure des forces de défense et de sécurité, le chef de l'État a invité le Conseil des ministres à observer 1 minute de silence en hommage à ceux qui ont perdu la vie lors de cette attaque. Le chef de l'État a, au nom de la nation, présenté ses condoléances aux forces armées togolaises ainsi qu'aux familles des disparus et exprimé sa sympathie ainsi que ses vœux de prompte guérison aux blessés. Le Conseil des ministres invite la population à faire preuve de vigilance et à coopérer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix, la sécurité et l'intégrité de notre territoire national. Le Conseil des ministres a ensuite examiné 3 projets de décret et écouté une communication. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné, en 2e lecture, le projet de décret portant Code des marchés publics. L'étude de ce texte se poursuivra lors d'une prochaine réunion du Conseil des ministres. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP. Faisant suite à l'adoption de la loi relative aux marchés publics et de la loi relative aux contrats de partenariat public-privé, l'autorité de régulation de la commande publique se modernise pour réguler l'ensemble de la commande publique en République togolaise. Cette réforme renforce l'autonomie de cette institution, améliore son mode de fonctionnement afin de pouvoir faire face aux défis posés par la régulation de la commande publique, notamment la célérité, la transparence et l'efficacité. Le Conseil des ministres a enfin examiné et adopté le projet de décret
portant organisation et fonctionnement du Fonds national de promotion culturelle. Dans le but de renforcer la chaîne de valeur culturelle, à travers la professionnalisation du secteur et l'émergence de véritables industries de la culture et de véritables industries créatrices, sources de richesse et d'emplois, le Fonds national de la promotion culturelle créé par la loi devait être opérationnalisé. Constituant une innovation, les nouvelles dispositions du Fonds national de promotion culturelle permettront un accroissement des ressources et l'élargissement du domaine d'intervention du Fonds afin d'assurer un meilleur soutien aux acteurs du monde culturel et artistique. Le Fonds national de promotion culturelle remplace désormais le Fonds d'aide à la culture. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une communication relative à la mise en œuvre du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ-SP. Cette communication a été présentée par le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Cette communication a pour but de présenter au Conseil des ministres le bilan de la mise en œuvre du PAEJ-SP après 6 années d'exercice et solliciter ses orientations pour la pérennisation des acquis. En effet, ce projet avait pour objectif de renforcer la base agro-industrielle du pays à travers l'amélioration de l'employabilité des jeunes et le développement de l'entrepreneuriat agricole. Au total, plus de 18 milliards de crédits ont été octroyés aux jeunes entrepreneurs. Les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries qui ont été appuyées ont généré au total près de 61 milliards de chiffre d'affaires au cours des 3 dernières années d'activité, créant 55 000 emplois permanents et 750 000 emplois saisonniers. Le Conseil des ministres a félicité l'ensemble des acteurs pour les résultats obtenus et a instruit pour un approfondissement des résultats en lien avec les partenaires du projet. Fait à Lomé, le 11 mai 2022, le Conseil des ministres. Et le ministre Imoa, répondant aux questions des journalistes présents, est revenu sur l'attaque terroriste survenue à Pekpakandi dans la préfecture de Pendjal. Il était question de rappeler aux journalistes les circonstances de cette attaque et de rassurer par la même occasion les populations. Je vous propose un extrait de sa réponse. Au terme du Conseil, le chef de l'État a annoncé au Conseil des ministres la terrible nouvelle que nous avions suivie vers 3 heures du matin, une seconde attaque à notre frontière nord, à Pekpakandi, dans la préfecture de Pendjal. Nos forces de l'ordre et de sécurité ont été vaillantes et brillantes sur cette riposte importante, mais la nation togolaise déplore quelques morts et blessés et quelques dégâts matériels. C'est le moment de rappeler quand même à nos compatriotes, une fois de plus, que nous sommes dans un environnement qui est devenu dangereux, que notre drapeau national est l'objet de multiples attaques. Notre territoire l'a subi et chacun de nous le subit dans sa chair aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous avons pleuré des pertes au Mali. Nous avons pleuré encore quelques compatriotes qui sont décédés. Et aujourd'hui, nous subissons ces morts sur notre propre territoire. Chacun de nous doit avoir la conscience que nous sommes en danger, que nous devons réagir à cela, nous devons rester vigilants et nous devons plus que jamais montrer une unité d'un corps unique avec nos forces de sécurité, nos forces de défense. Mais le chef de l'État l'a rappelé également, et à la suite du communiqué qui a été fait par le ministre de la Sécurité, si nous devons rester vigilants, nous ne devons pas paniquer. Nous devons rester sereins, continuer à vivre normalement, mais en gardant les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et à pouvoir communiquer systématiquement avec les forces de défense et de sécurité pour notre propre sécurité.
Aujourd'hui, l'enjeu, c'est notre unité nationale. Nous devons montrer que nous sommes un seul corps face à l'adversité. Et vous suivez l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de cette édition. Et le Conseil des ministres l'a évoqué, le Nord Togo, victime d'une nouvelle attaque terroriste. Gerson Deveau, bonsoir. Bonsoir Anita. Les faits remontent à la nuit de mardi à hier, mercredi, et le gouvernement a d'abord réagi par un communiqué. Oui, Anita, selon un communiqué du gouvernement signé du général d'Abraham Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, communiqué diffusé la mi-journée, c'est aux environs de 3 heures. Un poste avancé du dispositif de l'opération Koundouari, situé dans la localité de Kpekbakandi, c'est dans la préfecture de Pédjal, a fait l'objet d'une violente attaque terroriste menée par un groupe d'individus lourdement armés encore non identifiés, précise le communiqué. Cette attaque a fait malheureusement, souligne le communiqué, 8 morts et 13 blessés du côté des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement a très vite condamné et fermement cette attaque qualifiée de lâche et de barbare et appelle la population des localités concernées, je cite, à une vigilance accrue et à ne surtout pas céder à la panique. Dans la foulée, le gouvernement rassure l'ensemble de la population de la détermination des forces de défense et de sécurité à protéger notre pays et à rechercher et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes. Enfin, le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés avant d'inviter la population à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix, la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Merci Gerson. Et justement, après donc cette attaque, le parti Union pour la République réagit également pas à travers un communiqué. Et le communiqué dit ce qui suit. Union pour la République, UNIR, a appris avec consternation la nouvelle de la violente attaque djihadiste menée contre nos forces de défense et de sécurité dans la nuit du 10 au 11 mai au poste de sécurité de Kpekbakandi dans le canton de Koundouari à la frontière du Burkina avec le Burkina Faso, faisant état de 8 morts et de 13 blessés. Union pour la République condamne fermement cet acte barbare et inhumain et renouvelle tout son soutien et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité. À la suite de son distingué président, le parti UNIR salue la mémoire de ces valeureux militaires morts au combat pour protéger notre patrie et exprime ses vives condoléances aux familles éplorées tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Union pour la République salue les efforts du chef de l'État et son gouvernement dans la préservation de l'intégrité territoriale, la sécurité et la protection de nos citoyens sans distinction aucune dans toutes les localités du pays. Nous devons tous, en tant que Togolaises et Togolais, redoubler de vigilance et resserrer les rangs autour de nos forces de défense et de sécurité pour le maintien de la paix dans notre cher pays, le Togo. Le peuple ivoirien a lui rendu un dernier hommage à son président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier à 68 ans. La cérémonie a été présidée hier par le chef de l'État ivoirien en présence de plusieurs personnalités et chefs de parlements africains, dont la présidente Yawa Diboli Tchegan. Le compte-rendu de la cérémonie avec Prudence Kossi Zissou. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale ivoirienne, toute une nation mobilisée pour rendre un ultime hommage à l'un de ses dignes fils. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'homme qui a tiré sa révérence le 7 mai 2022 est bien connu de tous. Parmi les personnalités à cette cérémonie d'hommage, présidée par le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara, la présidente de l'Assemblée nationale Yawa Diboli Tchegan. Cette présence du Togo aux côtés de la République de Côte d'Ivoire est l'expression de solidarité et d'amitié qui unissent les deux peuples. Des instants empreints d'émotion et de recueillement. Oraison funèbre, honneur militaire digne du rang de l'illustre disparu. Puis, remise du drapeau national à la veuve. De son séjour sur terre, on reconnaît à Amadou Soumaoro une personnalité politique de premier plan,
un homme de conviction, engagé, loyal et dévoué. Il fut un expert en relations économiques internationales au parcours politique bien accompli. Son aventure au sein de l'hémicycle ivoirien a débuté en 2011. L'abnégation, la combativité, la fidélité aux idéaux démocratiques et aux valeurs républicaines ont caractérisé sa vie. Ces valeurs lui ont permis d'être porté au perchoir de l'Assemblée nationale ivoirienne pour la première fois en 2019, puis une seconde fois le 30 mars 2021. Ancien ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amadou Soumaoro, 68 ans, laisse derrière lui une riche carrière professionnelle et un engagement politique dédié à la paix et à la cohésion nationale. Son parcours est marqué par plusieurs distinctions: grand officier de l'ordre national, commandeur de l'ordre national, grand croix de l'ordre de la Pléiade et ambassadeur de paix. Amadou Soumaoro sera inhumé le vendredi 13 mai prochain à Séguéla, sa ville natale. Et à la fin de la cérémonie, la présidente de l'Assemblée nationale a été reçue en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara. Madame Tiegan, émissaire togolais, était porteur donc d'un message de sympathie et de condoléances du président Faure Eswazimna Gnazingbe à son homologue ivoirien. Nous écoutons la présidente du Parlement au micro de Prudence Kossi Zinsou et Germain Mlagani. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes porteurs d'un message d'amitié et surtout de condoléances en ces moments difficiles que le peuple frère de la Côte d'Ivoire a traversé avec le décès du président de l'Assemblée nationale. Donc nous étions porteurs d'un message de condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, qui nous a chargé de lui transmettre toute son amitié et sa solidarité, sa proximité en ces moments difficiles. Indemnisation des victimes des crises socio-politiques de 1958 à 2005 au Togo. Vous avez déjà aperçu les images. Le processus se poursuit donc. Les équipes du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN sont déployées dans certaines régions pour cette cause. Et l'intérêt de cette initiative est d'apaiser les cœurs meurtris. L'étape de la région de la Kara avec la correspondance sur place de Nestor. Bonjour. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, dans sa mission d'indemnisation des victimes liées aux différentes crises sociopolitiques de la période 1958-2005. Le HCROUN n'entend oublier personne, raison pour laquelle il multiplie les opérations. Avec cette nouvelle opération, le HCROUN aborde sa 5e année budgétaire. Pour le compte de la région de la Kara, le HCROUN a sur sa liste 1638 dossiers. Certes, les victimes ne peuvent pas oublier les préjudices qu'elles ont subis, mais l'indemnisation contribue à l'apaisement des cœurs. C'est la justice transitionnelle qui est ainsi en marche. En matière de justice transitionnelle, la réparation occupe une place centrale. L'État fait tout pour mettre les moyens à la disposition du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale pour essayer de reconnaître le statut de ces victimes, de ceux-là qui ont souffert à travers notre histoire commune, mais également aussi de leur permettre de se reconstruire. Lorsque la CVJR remettait son rapport en 2012, le président de la République a reconnu clairement que l'État ne nie pas sa responsabilité dans les malheurs qui ont frappé nos compatriotes et que l'État s'engage à tout faire pour essayer de réparer toutes les victimes identifiées, il a dit clairement. Et donc, c'est pour exprimer cette compassion de l'État à l'endroit des victimes que tout ce processus est mis en place. Les victimes non encore indemnisées peuvent avoir l'impression que les choses traînent, mais pour le HCROUN, il vaut mieux aller lentement et sûrement. Les moyens de l'État sont mis à disposition et donc si ça a l'air un peu de traîner, c'est que pour ces questions financières, il faut que nous soyons très regardants sur les opérations, comment nous organiser pour que ces indemnisations aillent effectivement à ceux, n'est-ce pas, qui ont subi les préjudices, donc aux victimes.
Pour cette phase d'indemnisation, des orientations ont été données au HCROUN par le président de la République pour la prise en compte de ceux dont l'État a pris des propriétés foncières pour des travaux d'utilité publique. Nous nous intéressons ce soir au quotidien des personnes vivant avec un handicap. Nous le savons tous, elles peinent à s'en sortir dans leur vie de tous les jours. Et pour les soutenir justement, certaines bonnes volontés se mettent en place, comme l'association des personnes handicapées à Profeto. Mais malgré cet accompagnement, comment ces personnes arrivent-elles à s'en sortir? Leur quotidien dans ce dossier signé Gisèle Kozona avec la voix de Abidé Nyazimbe. Des personnes handicapées sujettes à divers obstacles. Dans leur quotidien, elles se confrontent à beaucoup de difficultés qui ont pour nom stéréotypes, discrimination, exclusion et moquerie. À peine 3% des femmes handicapées sont instruites. Elles sont exclues aussi sur le sphère d'emploi. Et elles ont des problèmes de santé. Elles sont victimes de toutes sortes de préjugés et même dans d'autres familles de nos jours, même, on continue même de cacher les enfants handicapés. En dehors des instruments nationaux et internationaux que le Togo a adoptés, des actions ponctuelles sont menées en faveur de ce groupe vulnérable. Nous sommes plus avec les personnes handicapées vulnérables, surtout pour l'appui de la scolarisation des enfants et l'appui conseil. Et surtout, nous les orientons aujourd'hui vers la scolarisation pour une éducation inclusive pour tous les enfants. Aussi, nous appuyons les enfants et les personnes handicapées vulnérables à travers notre agence de solidarité nationale et en vivre et en non-vivre. Aujourd'hui, la mise en œuvre du PND de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 prend en compte les ODD qui recommandent l'inclusion des personnes handicapées. Moi, j'aimerais dire aux personnes handicapées et surtout les femmes handicapées de lutter. Nous voyons que nous sommes dans cette situation de handicap, nous ne pourrons rien faire. Et ça fait que nous ne voulons pas lutter. Qu'elles changent de mentalité. Tout passe par le changement de mentalité. Si toi-même, tu changes de mentalité, tu pourras faire comme les autres. Dans la pratique, des associations à l'instar de la Profeto, Association pour la promotion des femmes handicapées au Togo, s'organisent pour amener les personnes à mobilité réduite à surmonter leur handicap. Comme quoi, elles ont des potentiels à valoir pour le développement du pays. Et hors du Togo, santé à présent avec cette décision relax et prison avec sursis pour les sages-femmes de Louga. Les 6 sages-femmes étaient poursuivies pour non-assistance à personne en danger après le décès d'une mère enceinte le 1er avril dernier. Nous suivons ce reportage sur le prononcé. 3 sages-femmes ont été condamnées mercredi par la justice sénégalaise à 6 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger après le décès d'une femme enceinte à l'hôpital de Louga dans le nord du pays. Les prévenus ont nié les faits qui leur ont été reprochés. Quant à la famille de la victime, cette sentence ne répond pas à son attente. Ces sages-femmes étaient en service le jour de la mort de ma femme. Elles sont donc seules responsables de ce qui s'est passé. De plus, elles ont été reconnues coupables de non-assistance à personne en danger. Le premier jour du procès, toutes les sages-femmes étaient au tribunal pour assister leurs collègues, alors que ma femme n'avait besoin que de 30 minutes pour être sauvée. Si elles avaient assisté ma femme correctement, elle ne serait pas morte. Nous ne nous attendions pas à un tel verdict. Nous nous attendions à une décision plus raisonnable aux yeux de tous. Mais nous avons l'impression que la justice n'a pas respecté la loi et qu'elle n'a pas agi en toute liberté. Pour dire la vérité, nous sommes déçus par cette décision. 3 autres sages-femmes également jugées par ce tribunal de grande instance de Louga ont été relaxées. Le directeur de l'hôpital a été révoqué et remplacé depuis. La mort de la jeune femme Astou Sokana avait ému le Sénégal entier.
Santé toujours avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du mercredi 11 mai 2022. Le nombre de cas confirmés est de 37 013. Un nouveau cas enregistré depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 719. 3 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 21 et le nombre de décès est de 273. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Aujourd'hui, 11 mai, la communauté internationale célèbre le roi du reggae, Bob Marley. L'image qu'il avait de lui était celui d'un noir, un rasta, un enfant du ghetto qui devrait se battre pour se faire un nom. Et il l'a fait durant toute sa vie. Et aujourd'hui, 11 mai, donc, à l'occasion donc de la célébration de son décès, de la commémoration de ce décès, donc, nous sommes allés rencontrer, une de nos équipes de reportage est allée rencontrer l'un de ses adeptes, un des adeptes de la philosophie, Bob Marley, et il est raconté dans ce dossier de Dodo Waré. Bob Marley, c'est sa musique et sa guitare. Chantre de l'unité, il dénonçait les scandales politiques dont il était témoin en Jamaïque. Ses paroles pouvaient séduire ou fâcher en son temps. Malgré tout, il a su drainer un monde fou derrière lui, et ce même après sa mort. Clément en est un. Son coup de cœur parmi les chansons de Bob, War. C'est là où même je tire mon nom, Clément War, Clément War. C'est le morceau de Bob Marley que j'interprétais déjà en classe de 6e. War contenait un message de l'empereur Haïlé Sélassié. Ce tube, Clément l'a joué plusieurs fois au sein de cet orchestre, Revelation Man. Bob avait aussi un groupe de ce genre à l'époque, les Wellers. Il a démarré le mouvement Rastafari avec ce groupe en 1966, un mouvement de prise de conscience du peuple noir face aux colonisateurs. La philosophie Rasta va révolutionner la musique de Bob et pourtant, elle n'était pas la bienvenue dans les communautés du monde, surtout africaines. Ce n'est pas l'image qu'on a de Bob Marley qui compte, c'est le message que Bob Marley a véhiculé qui compte. Parce que je peux vous dire, on a présenté de mauvaises images de Bob Marley, comme quoi il est fumeur de ganja. Bob Marley a posé des actes sur cette planète Terre. Bob Marley le disait, si vous n'écoutez pas ma musique, vous ne me comprendrez jamais. Clément, lui, retient plein de messages de la musique de Bob. Il en a même fait une collection. Il y avait le, comment l'appelle-t-on, le One Love, Could You Be Love, où il appelle si tu peux aimer une femme peut aimer un homme, ou bien un homme peut aimer une femme. Et à la dernière qu'on a découvert, c'était Wake Up and Live de Bob Marley. Wake Up and Live de Bob Marley interpelle beaucoup les jeunes, beaucoup la jeunesse. Il demandait aux gens de ne pas dormir sur les lauriers, de se lever, de se battre pour devenir quelque chose dans la vie. Et il a commencé une œuvre que nous, musiciens, aujourd'hui, et sommes ses enfants, ou bien ses descendants, que nous entreprenons, nous interprétons aujourd'hui. Donc Bob Marley représente beaucoup pour tous les Africains qui veulent un changement et pour l'avenir de l'Afrique. La bête du reggae avait un succès, mais aussi la gloire et la popularité en Afrique, en Europe et surtout en Angleterre. Mort depuis 41 ans, il a laissé derrière lui un trésor, le reggae, célébré tous les 11 mai. À travers un communiqué, le ministre de la Sécurité et du Tourisme porte à la connaissance des artistes et du public togolais que les 9e Jeux de la francophonie, initialement prévus du 19 au 28 août 2022, sont reportés au 28 juillet, du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. À cet effet, le ministre lance un appel à concours de présélection des candidats dans les domaines ci-après en vue de compléter la liste des disciplines non pourvues par la présélection de 2021. Il s'agit de la jonglerie avec ballon, freestyle, ball, hommes-femmes de 18 à 35 ans, un concurrent participant maximum. La création numérique pour hommes et femmes de 18 à 35 ans, un individu ou un groupe de 3 personnes
maximum. Les dossiers de candidature sont reçus dans les directions régionales de la culture et à la direction de la promotion des arts et de la culture, située au quartier Agbalépé-Dogan, en rue Zegla et Einstein. Et vous pouvez appeler également au numéro de téléphone 91 46 91 37. Et la date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 27 mai 2022 à 17h30. Un communiqué donc signé par le ministre en charge de la culture, Dr Kossi Lamadokou. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Je suis Samson Kwevi de la chaîne de télévision en ligne Direct 7. Alors, Monsieur le ministre, le Togo vient de subir une attaque terroriste pour la deuxième fois dans les savanes. Bien, Monsieur le ministre, la situation devient préoccupante. Je vous remercie pour la question que vous évoquez qui nous replonge dans l'actualité de la sous-région, mais également les préoccupations de notre propre pays. À l'entame du Conseil, le chef de l'État a annoncé au Conseil des ministres la terrible nouvelle que nous avions suivie vers 3 heures du matin, une seconde attaque à notre frontière nord, à Kwekpankandi, dans la préfecture de Kandial. Nos forces de l'ordre et de sécurité ont été vaillantes et brillantes sur cette riposte importante, mais la nation togolaise déplore quelques morts, des blessés et quelques dégâts matériels. C'est le moment de rappeler quand même à nos compatriotes, une fois de plus, que nous sommes dans un environnement qui est devenu dangereux, que notre drapeau national est l'objet de multiples attaques. Notre territoire l'a subi et chacun de nous le subit dans sa chair aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous avons pleuré des pertes au Mali. Nous avons pleuré encore quelques compatriotes qui sont décédés. Et aujourd'hui, nous subissons ces morts sur notre propre territoire. Chacun de nous doit avoir la conscience que nous sommes en danger, que nous devons réagir à cela, nous devons rester vigilants et nous devons plus que jamais montrer une unité d'un corps unique avec nos forces de sécurité, nos forces de défense. Mais le chef de l'État l'a rappelé également, et à la suite du communiqué qui a été fait par le ministre de la Sécurité, si nous devons rester vigilants, nous ne devons pas paniquer. Nous devons rester sereins, continuer à vivre normalement, mais en gardant les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et à pouvoir communiquer systématiquement avec les forces de défense et de sécurité pour notre propre sécurité. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est notre unité nationale. Nous devons montrer que nous sommes un seul corps face à l'adversité. Je suis Emmanuel Ameblame, journaliste radio Lomé. Concernant toujours ces attaques terroristes, nous imaginons que les populations de ces localités, comme l'ensemble des Togolais, doivent être actuellement sous le choc. Un appel pour les rassurer. Nos forces de défense et de sécurité ont été brillantes. Ces braves hommes et femmes qui sacrifient leur vie pour nous sont toujours vigilantes et au front. Nous devons leur faire confiance, continuer à les porter dans nos prières, dans nos cœurs, mais dire à chacun de nous qu'il est un soldat en puissance. Même si on est des civils, nous devons faire notre part du travail et apporter notre total soutien aux forces de défense et de sécurité dans ces moments où ils sacrifient notre vie pour nous. Mais soyez rassurés, nous avons un chef suprême des armées qui est aux commandes. Et l'armée togolaise est également aux commandes de notre défense nationale et de notre sécurité. Donc chacun de nous doit faire sa part, mais dans la sérénité. Il n'y a pas lieu de paniquer parce que nous sommes en sécurité, même si nous devons riposter face à cette adversité lâche qui s'apprend à nous et à nos populations. Je m'appelle Betty Roger, rédacteur en chef du journal Le Libéral. Ma question, elle est relative au marché public. Au sein de l'opinion, on pense à tort ou à raison qu'il y a toujours quelques défaillances dans les procédures de passation des marchés publics. Est-ce que l'adoption de ce nouveau décret va permettre de rassurer les acteurs? Et les marchés publics sont un enjeu financier important d'un point de vue économique pour les acteurs économiques et pour la réalisation des projets, des infrastructures de notre pays. Pour la nation togolaise, il y a également un enjeu à cela. Il est évident que dans ces conditions, on puisse avoir quelques tentatives, si vous voulez, de contournement de la loi
ou des irrégularités. Mais je voudrais vous assurer que les tests togolais garantissent la transparence des marchés publics. Et la réforme qui est engagée aujourd'hui vise à renforcer cette transparence. D'abord par une professionnalisation des acteurs qui interviennent sur les commandes publiques. La notion de commande publique implique à la fois les marchés publics, mais aussi les partenariats publics-privés. Et les tests qui sont adoptés donc, apportent des garanties importantes, raccourcissent les procédures, parce que nous avions des procédures qui étaient autour de 180 jours à peu près pour la passation des marchés. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être en dessous de 90 jours, donc plus de 50% de réduction de la durée des marchés, d'alléger les procédures, mais surtout de les faire en toute transparence avec des voies de recours, donc un renforcement également du comité de règlement des différends, qui jusqu'à maintenant fait un travail extraordinaire. Donc le test va pouvoir renforcer la transparence et rassurer nos compatriotes sur les conditions qualitatives dans lesquelles les marchés publics seront désormais passés. Est-ce que le nouveau décret prévoit une disposition pour sanctionner éventuellement les entreprises qui seraient défaillantes dans la réalisation des travaux publics? Alors le décret, à la suite de la loi, prévoit des sanctions pour toutes les entreprises qui fraudent, toutes les entreprises qui font des irrégularités, qui tentent la corruption et toutes les infractions assimilées, mais également pour toutes celles qui ont donné de fausses informations sur leur capacité technique et financière à conduire un projet de bout en bout, c'est-à-dire à achever les travaux. Désormais, elles seront exclues de la passation des marchés, mais vous avez déjà que l'autorité de régulation des marchés publics qu'on connaissait à l'époque, qui s'appelait AMP, et qui désormais est remplacée aujourd'hui par l'autorité de régulation de la commande publique, donc qui couvre à la fois les marchés publics et les partenariats publics-privés, avait déjà l'habitude de sortir la liste des entreprises défaillantes et de les publier. Donc ce mécanisme sera renforcé dans toute transparence et dans le respect des droits de la défense, bien évidemment. Chacun connaîtra quelles sont les entreprises qui sont fiables dans notre pays et celles qui devraient être écartées définitivement ou ponctuellement des marchés publics et de la commande publique en général. Le Conseil des ministres vient d'examiner le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Fonds national de promotion culturelle. Quelles sont les innovations que ce décret apporte dans ce secteur? J'aimerais également savoir si ce fonds national est-il différent du fonds d'aide attribué à la culture. Le fonds d'aide à la culture avait été mis en place à la suite de la loi de 1990 qui faisait une loi sur la promotion culturelle dans notre pays. Et cette loi aurait dû déjà mettre en place ce fonds national de promotion culturelle. Mais à titre transitoire, et pour mettre en place progressivement le mécanisme, on a d'abord passé par cette étape du fonds d'aide à la culture. Le fonds d'aide à la culture n'a pas démérité. 1474 projets ont été financés. C'est vrai, sur une enveloppe que certains considèrent comme étant pas suffisamment importante. Mais cela a permis aujourd'hui de passer au Fonds national de la promotion culturelle parce que le mécanisme a été rodé, testé. Aujourd'hui, on a un vrai fonds qui va créer des partenariats avec des organismes financiers, des institutions de financement de la culture. Le but étant d'arriver à la création de vraies industries culturelles et pas seulement des petits projets financés à gauche et à droite. Donc nous encourageons les artistes, les acteurs culturels aujourd'hui et qui ont payé un grand tribut pendant la Covid. Vous savez que c'est un corps de métier qui a beaucoup souffert de la Covid. Et la création de ce fonds vide a créé aussi les conditions de la relance post-Covid, leur donner les moyens nécessaires de faire leur résilience et donc de prendre possession de ce fonds, qui est le leur désormais, de montrer qu'ils sont capables de proposer des projets structurants, où ils sont capables de se mettre ensemble également pour créer des projets importants, pour que le gouvernement et les partenaires financiers et techniques puissent apporter une contribution conséquente à l'industrie culturelle dans notre pays. On parle actuellement d'industrie culturelle. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de financer de gros projets pour avoir des résultats probants? Je suis totalement d'accord avec vous. Aujourd'hui, il faut surtout que les artistes et les acteurs culturels puissent se mettre ensemble, par thématique, par projet, pour proposer des projets importants qui peuvent mobiliser suffisamment de ressources. Vous savez, les petits projets peuvent aider ponctuellement à la survie, mais ils ne vous permettent pas d'avoir un vrai métier d'acteur culturel ou un vrai métier d'artiste et d'en vivre. Or, nous savons aujourd'hui que les acteurs culturels togolais, les artistes togolais, ont du talent et de très grands talents. Mais il leur faut l'accompagnement financier nécessaire. Il me semble que s'ils présentent de grands projets qui peuvent être structurés, qui peuvent créer un emploi durable, qui peuvent être également un pôle d'attractivité pour les jeunes, il me semble que les financements suivront naturellement. En tout cas, c'est l'objectif qui est visé aujourd'hui en passant d'un fonds d'aide à la culture vers un fonds national de promotion. Vous allez voir le petit A du mot aide
sort. Nous voulons faire des professionnels de la culture et des professionnels dans leur domaine d'artistes. Donc il faut maintenant qu'ils puissent, eux, proposer ce qui va avec, parce qu'on ne va pas leur proposer à leur place. Ce sont eux qui connaissent leur métier, ce sont eux qui ont des ambitions, et c'est à eux de porter les projets, de sorte que le fonds puisse les accompagner. En tout cas, c'est le souhait du gouvernement. Le PAEGSP clôture ses activités dans quelques mois. Monsieur le ministre, un aperçu sur le nombre de jeunes qui ont bénéficié du projet, le montant alloué, et le gouvernement est-il satisfait des résultats? Ce projet a été très important, en particulier pour créer de l'emploi dans le secteur agricole. Vous savez, c'est un projet qui était vécu comme une sorte de locomotive pour redonner d'abord l'envie de l'agriculture aux jeunes. Ce projet envisageait initialement un objectif d'à peu près 19 600 emplois permanents à créer. Nous avons été heureux de découvrir que le projet en a créé 55 000 emplois sur cette période-là. Emplois permanents, c'est-à-dire des personnes qui sont sorties du chômage et qui aujourd'hui ont un emploi permanent durable. Puis à côté, nous avions une petite ambition de 150 000 emplois saisonniers, c'est-à-dire emplois temporaires. Mais le projet en a créé 750 000, ce qui montre bien l'intérêt des jeunes pour le secteur agricole. Mais au-delà de ces emplois qui ont été créés, il y a eu 18 milliards de financements qui ont été mis à disposition pour des crédits dans le domaine agricole. Ces 18 milliards ont été remboursés à plus de 97%. Cela montre qu'on peut faire confiance à notre jeunesse qui s'engage dans le domaine agricole pour rembourser. Donc il n'y a que 3% à peu près de déperdition, si l'on peut dire. Mais au-delà de ces 18 milliards qui ont été remboursés à 96%, à 97% aujourd'hui, c'est surtout que ça a généré 61 milliards de chiffre d'affaires dans ce secteur. Cela montre bien aujourd'hui qu'on peut continuer à renforcer un projet comme le PAEGSP que vous avez évoqué tout à l'heure. Et le but de la communication ce matin était surtout de réfléchir à comment nous pourrions capitaliser ces acquis, continuer à renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs et aux femmes. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais les femmes ont pu créer quand même à peu près un peu moins de 40% d'emplois sur la totalité que nous avons évoquée concernant ce projet pendant 6 ans. Donc la réflexion aujourd'hui, c'est d'avoir l'appui du gouvernement pour qu'une réflexion s'ouvre sur la capitalisation des acquis et puis créer la suite du projet, de sorte à continuer à drainer avec plus de financement les jeunes dans ce secteur agricole. Je voudrais simplement souligner pour terminer que c'est grâce à ce projet que le Togo aujourd'hui est le leader de l'exportation du soja bio dans l'espace Union européenne. Donc le projet a été satisfaisant. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Pendjal, dans les savanes. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.